Oui. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du code de sentence arbitrale. Donc, je vais lire les instructions d'abord, ensuite les juges vont pouvoir se présenter. Donc, à tour de rôle, vous allez avoir 12 minutes pour présenter votre argumentaire. Ensuite, vous allez avoir une période de 5 minutes pour préparer votre compte argumentaire. Et vous allez avoir un autre 5 minutes pour présenter votre compte argumentaire et pour conclure votre présentation. L'ordre de passage des équipes va rester le même, donc pour la présentation, le compte argumentaire et la conclusion. Et c'est l'équipe qui a le tableau de la preuve qui va commencer. Au cours de la présentation, chacun des participants devra prendre la parole. Vous avez un temps minimal de 8 minutes pour la première partie et 3 minutes pour la seconde. Puis, avec mes mains, je vais vous indiquer le temps pour les 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, avec les papiers et avec les mains pour les 10 dernières secondes. Puis, le non-respect du temps de présentation sera pénalisé à concurrence de 1 point par tranche de 30 secondes. Si vous continuez aussi de parler à la fin du décompte, des points seront points. Donc, je laisse la parole au juge. Bonjour, Charlotte Lemaire, coordonnatrice marketing chez Maison Orphée. Bonjour, Charles-Alexandre Bellil, j'étudie en relations industrielles à l'Université Laval et je suis conseiller syndical à l'Alliance du personnel professionnel et technique et de la santé et des services sociaux. Bonjour, Gilles Grelier, avocat chez Québec-Damar. Donc, le tribunal est valablement saisi du grief de M. Tremblay. On aimerait ça entendre les parties sur la question du fardeau de preuve. Donc, bonjour, mesdames et messieurs les arbitres. Nous représentons ici la partie patronale. Laissez-moi nous présenter. Mon nom est Patricia et voici mes collègues Maxime et Olivier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre du grief déposé par le syndicat qui nous accuse d'avoir congédié M. Tremblay sans cause juste et suffisante le 11 janvier 2017. Laissez-moi vous rappeler les événements qui ont mené à ce grief. Donc, M. Tremblay est en poste chez nous depuis 2014. Et le 25 décembre 2016, M. Tremblay a fait fi de son devoir d'employé et ne s'est pas présenté au travail. Cela a amené des petits problèmes. Donc, le propriétaire a dû à ce moment-là travailler le soir de Noël. Ensuite, M. Tremblay a décidé de modifier son horaire par lui-même en mettant du liquide correcteur sur l'horaire papier. Donc, il a modifié les journées du 31 décembre, 1er et 2 janvier, des journées auxquelles il était demandé à être au travail. Le 11 janvier, M. Tremblay se présente avec plus d'1 heure et demie de retard au travail. Et à ce moment-là, Mme Ladouceur, l'adjointe, lui mentionne qu'on a dû le remplacer car on avait besoin d'effectifs à ce moment-là. M. Tremblay a rétorqué, et je cite, « Si c'est comme ça, tu m'enverras mon 6 par la poste. Merci, bonjour. » Par la suite, M. Tremblay ne s'est pas présenté le lendemain au travail, puis même que Mme Ladouceur a tenté de le rejoindre par téléphone et elle n'a eu aucune réponse de sa part. Donc, je vais laisser mon collègue Maxime poursuivre avec l'argumentaire. Donc, bonjour, Madame et Messieurs les arbitres. Le principal argument pour le congédiement sans cause juste et suffisante, c'est pas un congédiement, c'est une démission de la part de l'employé. Effectivement, après le retard de M. Tremblay le 11 janvier dernier, il est arrivé 1 heure et demie en retard à son travail. Madame Ladouceur a dû appeler quelqu'un pour combler les besoins en termes de main-d'œuvre pour assurer les opérations de la journée. C'est alors qu'elle lui a dit, qu'elle lui a informé qu'on l'avait remplacé pour la journée, et monsieur lui a dit « Envoyez-moi mon 6 par la poste, merci, bonjour ». Le 6 fait référence aux 6 d'indemnité de vacances auxquelles a droit un employé selon la loi sur les normes du travail. La loi dit aussi que le 6 doit être versé quand l'employé a une rupture définitive avec l'organisation dans le cas d'une démission. Il faut savoir que le caractère implicite de la déclaration voulait tout simplement dire « Je démissionne, envoyez-moi mon 6 ». C'est la première fois que l'employé faisait des menaces du genre, donc nous avons pris ça très au sérieux. C'est une démission, on considère que c'est une démission
en belle et due forme. Le Code civil du Québec stipule que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail à l'oral, comme c'est dans le cas ici, ou à l'écrit. Il faut savoir que dire « je démissionne », c'est aussi valide qu'une lettre de démission dans ce cas-ci. La jurisprudence, que ce soit les travailleurs et les travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section 500 comme Provigo, distribution Inc., a stipulé que pour avoir une démission, ça prend deux éléments, soit l'élément subjectif, soit la volonté de démissionner, et l'élément objectif, soit l'acte de démissionner. Ici, la volonté de démissionner est venue appuyée par le fait que nous avons tenté de rejoindre monsieur dans les jours qui ont suivi sa démission, soit le 12 janvier. Madame Ladouceur a appelé monsieur, il n'a jamais répondu, il n'a jamais fait de retour d'appel. Monsieur Ladouceur était à l'horaire le 12 janvier, il ne s'est jamais présenté au travail, qui a confirmé sa volonté de démissionner. Nous avons donc considéré que l'intention était là, il a démissionné, nous lui avons fait parvenir son 6%. Je laisserai mon collègue Olivier continuer sur la suite des choses. Merci Maxime. Bien que le plaignant ait démissionné, nous refusons de le réintégrer à l'emploi pour les raisons suivantes. Premièrement, les vacances, ça consiste en un droit de gérance, comme le stipule la loi sur les normes du travail. En effet, l'employé s'est lui-même absenté sans l'accord de l'employeur. Le 25, c'est même le PDG qui a dû le remplacer à l'emploi. C'est l'employeur qui a le droit de décider des dates de vacances. Oui, c'est un droit de l'employé, mais la décision finale revient toujours à l'employeur du moment où les vacances peuvent être prises. Comme je l'ai mentionné, il a modifié son horaire à l'aide d'un liquide correcteur et en son statut d'employé, M. Tremblay n'avait pas le droit de modifier l'horaire. C'est à l'employeur, encore une fois, d'effectuer ces modifications et il doit approuver ces modifications-là. Choses qui n'ont pas été faites parce que, comme je l'ai dit, le PDG s'est présenté au travail à la place d'un employé. De tels actes peuvent mener à des effets non désirables aussi pour l'employeur. L'entreprise, si plusieurs employés commencent à modifier les horaires, ça peut causer des préjudices à l'entreprise et ça peut tout simplement nuire à l'entreprise. Et si le plaignant se prévaut des mêmes droits que les autres, ne se prévaut pas des mêmes droits que le reste des employés et ça crée une injustice dans l'entreprise. De ce fait, il est la responsabilité de l'employeur de s'assurer qu'il y ait une équité au sein des salariés de l'entreprise. On a une jurisprudence au niveau des syndicats de l'ALCAN que je vous ai remis dans le document précédemment contre Gervais, si je ne me trompe pas, que la modification de l'horaire de travail selon la loi sur les normes du travail revient à l'employeur. Et cette décision il a de son devoir de vérifier des raisons. Pardon, j'ai un petit bloc. En conséquence, peu importe la modification à l'horaire de travail, il a de son devoir de vérifier ses heures d'entrée et de sortie. Le 11 janvier, l'employé était prévu à 10h, pardon. Il s'est présenté à 11h30, soit 1h30 plus tard. C'était de son devoir de s'assurer de l'heure d'entrée et la modification apportée à son horaire habituel ne dérogeait pas de la loi sur les normes du travail concernant les changements d'horaire. Je vais laisser Maxime compléter. Si vous me permettez, je terminerai juste brièvement avec les obligations d'un employé envers son employeur. Donc, l'article 2085 du Code civil du Québec stipule qu'un employé doit exécuter le travail pour lequel il a été engagé. En refusant de se présenter au travail pour des congés non approuvés par l'employeur, des vacances non approuvées, mais monsieur n'est pas en mesure d'exécuter le travail pour lequel on l'a engagé au début, soit faire la plonge de l'auberge. Donc, la première obligation ici était pas respectée. Sa deuxième obligation, c'est l'obligation d'obéissance d'un employé envers son employeur. Donc, comme le stipule le Code du travail, l'employé doit avoir une obéissance sur les ordres que lui transmet l'employeur. Donc, s'il ne se présente pas au travail alors qu'il est à l'horaire, ce n'est pas obéir à son employeur. J'irais même ajouter l'insubordination de la part de l'employé. Effectivement, l'employé a mis du correcteur liquide sur son horaire de travail pour modifier lui-même ses heures, alors que c'est un droit de gérance de l'employeur de déterminer les heures à laquelle un employé doit travailler au sein de l'entreprise. Ce n'est pas à lui de déterminer quand est-ce que ça lui plaît de travailler, quand est-ce qu'il a besoin de travailler, pas besoin, mais quand est-ce qu'il veut rentrer travailler.
En ce sens, l'insubordination vient appuyer le manque d'obéissance envers son employeur. Finalement, rapidement, je veux juste rajouter que l'article 2091 du Code civil du Québec dit que ça prend un délai de congé raisonnable pour mettre fin à un contrat de travail, autant de la part de l'employeur que de la part de l'employé, chose qu'il n'a pas fait. Il ne nous a pas donné de préavis avant de quitter son emploi. Même si c'était une démission, il devait nous aviser qu'elle allait quitter son emploi et il ne l'a pas fait. Donc, je laisserai Patricia terminer sur ça. Donc, a démissionné de son plein gré de son emploi. Il s'est présenté au travail, puis il a finalement décidé de terminer, de mettre fin au contrat de travail. Considérant qu'il n'a pas respecté le droit de gérance de son employeur, le droit de gérance qui lui oblige à respecter les heures de travail, à respecter les vacances, considérant que M. Tremblay a choisi de quitter le travail par lui-même, puis que, dans le fond, ici, on n'est pas en présence d'un congédiement. C'est vraiment monsieur qui a choisi de quitter le travail en exigeant d'avoir son 6%, le 6% qui lui est dû quand justement on démissionne d'un emploi. Donc, nous vous demandons de rejeter les griefs et donc de ne pas réintégrer monsieur à l'emploi. Alors bonjour, chers arbitres. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre la partie syndicale. Nous allons présenter la fait que l'objet de la contestation est ainsi le congédiement de M. Tremblay, donc Michel Tremblay, survenu le 11 janvier 2017, pour une raison qu'on considère sans cause juste et suffisante. Donc, d'entrée de jeu, on a identifié deux questions de droit à lesquelles nous allons répondre. Premièrement, y a-t-il eu abandon volontaire d'emploi par M. Michel Tremblay? Et dans le cas contraire, est-ce que l'employeur avait une cause juste et suffisante de procéder au congédiement? Nos prétentions à cet effet, donc nous sommes vraiment convaincus d'avis que l'employeur n'avait aucun motif raisonnable de considérer la démission, l'abandon volontaire d'emploi comme étant une réelle démission. Et de ce fait, nous allons prouver également que l'employeur n'avait pas de cause juste et suffisante pour procéder à un tel congédiement qui constitue une peine capitale dans le domaine disciplinaire. Donc, je vais vous présenter mon équipe à l'instant. Donc, Amélie, ma collègue, Lily à mes côtés et moi-même, Joanie. Nous allons structurer notre argumentaire de la façon où est-ce qu'on va prouver premièrement que l'employé n'a pas réellement démissionné, donc ça n'avait pas pesé comme une réelle démission aux yeux de l'employeur. Deuxièmement, on va présenter également que l'employeur n'avait pas de cause juste et suffisante pour procéder à un congédiement. Donc, je vous rappelle rapidement les faits. Monsieur Tremblay, on rappelle que M. Tremblay est un plongeur dans une auberge à presque 3 ans d'ancienneté. Également, le 9 janvier 2017, c'est-à-dire 2 jours avant les faits reprochés, est arrivé à son travail, a occupé ses fonctions comme à l'habitude. On tient à préciser que selon l'horaire initial, M. Tremblay n'était pas censé travailler le mercredi le 11 janvier où il a été, pas l'altercation, mais où l'événement s'est produit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son horaire a été modifié très peu à l'avance. Il n'était pas censé travailler le mercredi et également, il n'est pas habitué de travailler à 11h30, habituellement, à 10h. Il travaille habituellement vers 11h30, donc ce qui est l'habitude dans son horaire. On parle de son supérieur qui lui a demandé de l'aider ce mercredi-là, qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas puisqu'il était non disponible. Et finalement, à la fin de son quart de travail, le lundi à 14h, s'est rendu compte qu'il était à l'horaire. Donc voilà, et c'est pour cette raison probablement qu'on estime qu'il ne s'est pas présenté. Il est rentré à 11h30 plutôt que 10h. C'est le fait qu'il lui est reproché. On rappelle aussi que l'employeur n'a pas appelé l'employé le matin de son retard. Donc, monsieur est parti de la maison à 11h et durant cette période-là n'a pas reçu d'appel à la maison. On parle de Mme Yvette Ladouceur, l'adjointe, lorsque monsieur est arrivé au travail, lui a fait la remarque qu'il était en retard, également qu'il avait été remplacé. On parle également de témoignages contradictoires de la part de monsieur Tremblay, Mme Ladouceur et de monsieur Bouchard, également de monsieur Drolot, merci. Monsieur Tremblay également est le seul plongeur qui est disponible de jour comme plongeur en semaine. Donc, c'est un fait qu'on tenait à préciser. Nous allons nous appliquer en vertu du Code civil du Québec, également à l'article 1398 qui dit que le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. Et également la Convention collective à l'article 16
à l'article 16 également, qui parle des 4 niveaux de mesures respectant la gravité des sanctions, donc un principe qui est très, très important pour nous. Je cède la parole à Lily pour commencer le premier argument. Merci, Joanie. Donc ici, pour le premier argument, nous allons en fait prouver ici qu'il n'y a pas eu en fait abandon volontaire de la part de M. Tremblay. Donc dans une première part, ici je vous amène en fait à la doctrine de M. Charles Cazat dans les lois sur les normes du travail Alter Ego 2016, qui en fait définit la démission, l'abandon d'emploi, excusez-moi. Donc, en fait, une démission implique en fait une intention volontaire et exprimée de la part de l'employé. Et puis aussi, on prend aussi en compte de la conduite de la part du salarié, soit des gestes en fait antérieurs ou postérieurs. Donc ici, on s'appuie en fait, comme M. Tremblay n'a pas exercé en fait de gestes antérieurs qui prouvent en fait qu'il voulait en fait démissionner. Ici, il est déraisonnable en fait de conclure qu'il voulait par la suite démissionner. Dans un deuxième temps, Madame Ladouceur avait dit à M. Tremblay sur un ton exaspéré et agressif qu'il était en retard. Ce facteur a vraiment fait en sorte que M. Tremblay a répondu, et ça sur le ton en fait, de l'émotion et de la colère et de la provocation. Il a en fait répondu les mots qu'il a dit, qu'il allait en fait envoyer moi mon 6% par la poste. Puis on peut aussi voir dans l'affaire Travailleurs et Travailleuses Unis de l'alimentation contre Bégin et Olivier. Ici, l'arbitre Alain Barré résume en fait les principes applicables lorsque la démission a été exprimée sous le coup de la colère ou de l'émotion. Donc ici, l'arbitre doit regarder les autres faits de l'affaire afin d'établir un fondement plus objectif à l'intention exprimée. Donc ici, on doit en fait prendre en considération tous les facteurs, par exemple, atténuants du contexte afin de conclure d'une démission de la part d'un employé. Par la suite, en fait, nous sommes en présence de témoignages contradictoires de la part en fait de M. Groslot, qui est en fait un collègue qui travaille au centre de santé avec M. Tremblay. Il se contredit dans son témoignage à 2 reprises. Donc la première fois, il dit il ne se souvient pas en fait de l'événement et de qu'est-ce qu'il se souvient pas en fait de qu'est-ce qu'il lui a dit. Puis deuxièmement, il se souvient pour les mots sûrs en fait de qu'est-ce que M. Tremblay a dit aussi. Donc ici, on voit que la contradiction ne doit pas en fait être prise en considération, Madame et Monsieur l'arbitre, pour un témoignage d'une démission. Donc je vais passer la parole à ma collègue. Je vais continuer. Merci Lily. Je vais continuer en fait cet argument. Donc Lily est venue prouver que le consentement n'était pas éclairé puisqu'il a parlé sur le coup de l'impulsion de l'émotion. Maintenant, on va voir également que l'employeur avait certaines raisons qui nous laissent croire que peut-être que c'était plus plaisant de laisser passer une démission plutôt que le contraire, plutôt que d'appliquer d'autres sanctions. Je vous explique. On parle ici, messieurs, mesdames, madame l'arbitre, le seul plongeur disponible le jour. Donc, on vous met en situation, si votre employé dans votre auberge, qui est le seul de disponible, ne se présente pas au travail un matin, qu'est-ce qu'on fait? Bien, naturellement, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on devrait l'appeler. Donc, on devrait l'appeler au travail, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on doit rappeler quelqu'un qui va venir à la place. Mais on voit ici qu'il n'y a pas eu d'appel du tout qui a été fait le matin, puisque monsieur est parti à 11h, il était convaincu qu'il travaillait à 11h30 et n'a pas été appelé ce matin-là. Donc, première chose. Ensuite, Mme Ladouceur, l'autre côté, dit qu'ils l'ont appelé le lendemain à 8h parce qu'elle se sentait mal, des propos qui avaient été faits, elle se sentait un peu blessée de sa démission, tout cela. Elle l'a rappelé, n'a pas laissé de message et n'a pas fait de suivi non plus. Donc, on estime que l'employeur aurait très bien pu rappeler pour s'assurer vraiment de la légitimité de cette démission et ça n'a pas été fait. Donc, un autre facteur très, très aggravant ici, messieurs, madame l'arbitre, qu'on tient à porter sur votre attention, monsieur Tremblay, suite à cette journée, en fait, s'est fait retourner à la maison parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était ici pour le remplacer. Donc, monsieur décide d'aller prendre un café et s'assoit devant le journal qui est daté de la veille, et s'aperçoit qu'il y a un affichage de poste pour son poste, pour un poste comme le sien, en fait, de plongeur à temps plein dans cette auberge, qui date de la veille. Donc, on parle ici que l'employeur a mis en ligne, a mis aux yeux du public son poste et également, il y a Mme Réjeanne
qui travaille également à cet endroit, qui a remarqué cet article et qui se dit que nécessairement l'entreprise ne peut pas engager 2 personnes pour ce type de poste-là. Donc, ça nous prête à poser des questions sur les intentions de l'employeur ici. Est-ce que c'était déjà prémédité? Est-ce qu'ils ont déjà mis le poste d'ouvert de cette manière-là? Parce qu'ils avaient déjà, ils prévoyaient mettre cet employé à la porte. De plus, on parle que Mme Réjeanne Bernier a appelé le plaignant le soir même. Celui-ci, au téléphone, lui a dit qu'il était congédié, il ne voulait pas faire de soucis, il attendait son avis de cessation d'emploi. Est-ce qu'on voit ici les agissements d'une personne qui a donné sa démission? Absolument pas. Également, on voit plus tard qu'il a été de nouveau appelé le 26 janvier 2017, puis par cette même dame, Mme Bernier, et a dit que M. Bouchard l'avait appelé pour lui dire qu'il ne reviendra jamais travailler ici. Donc, on parle ici d'une rupture unilatérale du contrat d'emploi du côté de l'employeur et non d'une démission de la part de notre employeur. Merci. Je cède la parole à Annie. Merci, Joanne. Donc, on peut y aller avec le deuxième argument qui est, dans le fond, qu'on nous allons examiner la présence d'une cause juste et suffisante pour l'employeur de procéder à un congédiement. La question qui se pose ici, c'est sommes-nous en présence d'une cause juste pour procéder à un congédiement? Oui, nous conviendrons que M. Tremblay était en retard, mais nous devons examiner toutes les circonstances entourant l'événement. En effet, au départ, M. Tremblay ne devait pas travailler mercredi. Donc, déjà à ce moment-là, nous sommes dans une situation particulière, compte tenu qu'il ne s'y attendait pas. Ensuite, il a l'habitude de travailler en 11h30 et non à 10h, ce qui est d'autant plus inhabituel. Vous conviendrez, M. et Mme Zarbit, que c'est une possible erreur qui peut arriver à tout le monde qui ont des habitudes de la sorte. Donc, nous sommes donc en absence d'un acte volontaire, prémédité et irresponsable de la part de M. Tremblay. A contrario, si il avait reçu son horaire d'avance et qu'il avait des intentions claires de nuire à l'entreprise, ça serait très différent. Pour ce qui est du côté de la suffisance de la cause, un congédiement, c'est une sanction démesurée par rapport à un retard de la sorte. M. Bouchard a affirmé que M. Tremblay avait eu plusieurs retards dernièrement. Si ça avait causé un réel préjudice à l'entreprise, d'autres mesures auraient été appliquées. Dans le cas qui nous intéresse ici, il y a eu plusieurs avis verbaux, mais seulement un avis écrit. Si, dans ce cas-là, il y a eu réel préjudice, la progression des sanctions aurait été appliquée et des sanctions appropriées auraient été prises en compte. D'autres facteurs atténuants viennent entourer l'événement. M. Tremblay est un bon travailleur et tous ses collègues le qualifient de la sorte. Il apporte une grande aide dans plusieurs tâches qui dérogent de son affectation principale au sein de l'entreprise. Il aime beaucoup son travail et il a notamment 3 ans d'ancienneté également. Dans l'affaire Elle Adas contre l'Icaplace Industrie Emballage Inc. en 2015, c'est une situation très semblable où il y a eu présomption de démission, il y avait des témoignages contradictoires et le grief a été émis par rapport à un congédiement sans cause juste et suffisante. La commissaire de justice de la Pointe a notamment décidé de réintégrer l'employé. Considérant que la démission était non volontaire et qu'il n'y a pas de cause juste et suffisante pour procéder à un congédiement, nous vous demandons d'accueillir le grief et d'annuler le congédiement de M. Tremblay et d'ordonner à l'employeur de réintégrer le plaignant dans toutes ses fonctions ainsi que tous les avantages requis sont. Merci. Alors, la période de 5 minutes pour préparer votre compte argumentaire.
Non, mais c'est c'est dans les salles 2A, les grandes salles, les petites poignées de main, il n'y a pas de prise. Il y a des artistes Colombie-Britannique, il y a des sons qui a un endroit où ils sont capables de faire des huiles d'olive. Ça, c'est la première fois. Je sais pas trop où. On n'a pas encore goûté, on va venir pour voir la qualité. Tresse de canola, tournesol, sésame, on fait du lin, on fait importer le sésame, on fait des rhubards, on fait du vinaigre, on mélange avec du vinaigre, on fait du vinaigre de pomme. Ouais. Je me sens que j'avais ça au jardin mobile avant. Ça va de moins en moins bien au jardin mobile. Moi, j'ai travaillé là, avec ma première ville, 4 ans au début. Quand je suis parti, ça a fait faillite. Ben voilà. Écoute, y a-t-il un lien? Je ne sais pas. Certainement. Mais, écoute, un plus un font deux. Ça n'en sont jamais rien. C'est ça. Il y en a ce qu'on dit, deux, hors dans les halls, trois il y en a un 5 fois. à la Pérade, Quartier, on a trois. Dans le hall de Sainte-Foy, hall de Quartier, la Pérade, le Bourgneuf aussi. Ils l'ont ratissé, tu sais, c'est la première moisson maintenant, à côté de Puis ils l'ont ratissé. C'était 24 succursales. Ça a été acheté par un groupe épicier qui était beaucoup en Mauricie, comme du Québec. Puis ça a donné. c'est le problème des magasins Puis alors, la période de préparation de chiens, on va commencer avec le patronat à la Donc, merci les procureurs syndicales de votre exposé, c'était fort intéressant. On vous le concède, il n'y a pas de congé suffisant dans le cas. Tout simplement, on n'est pas en présence de congédiement, mais d'une démission. On vous le concède, là, on ne le prouvera pas. Nous n'avons pas fait de gradation des sanctions parce qu'on n'avait aucune intention de le congédier, on n'avait aucun motif de gradation des sanctions. Et on lui a même envoyé une lettre dans ses absences. On sait que la situation s'est un peu détériorée. Elle s'était améliorée, détériorée. Il n'y avait pas l'intention de congédiement ici. Ils ont parlé des horaires inhabituels de travail.
Donc, monsieur avait souvent un horaire qui était semblable de semaine en semaine, puis qu'une semaine, bon, justement, le 11 janvier, l'heure de travail à l'entrée au travail était différente. En fait, c'est un devoir de l'employé de vérifier son horaire de travail, de s'assurer d'être là au bon moment, au moment qu'il lui est demandé. Si on commençait à avoir des employés qui regardaient plus ou moins leurs horaires de travail, qui se fiaient à leurs habitudes, comme ils ont mentionné, on aurait des graves problèmes. Là. Je veux dire, on aurait des problèmes de main-d'œuvre, les gens se présenteraient au moment que ça leur convient. Et c'est totalement impensable qu'une entreprise puisse fonctionner convenablement de cette façon-là. Donc, les horaires inhabituels, on ne peut pas dire que c'est un argument qui justifie le fait que monsieur soit en retard. C'est son devoir de regarder l'horaire, de s'assurer d'arriver à temps au travail. Oui, puis pour en revenir à l'article de journal que vous avez mentionné, l'employeur était conscient de sa situation et il est responsable de la dotation. C'est lui qui s'occupe de la planification, attraction, rétention et recrutement de son entreprise. Tout ça, c'est sous sa responsabilité et il a voulu trouver un employé. On ne savait pas que l'employé allait se présenter en retard le 11. L'article a été publié une journée avant. On n'avait pas l'intention de le renvoyer. On voulait seulement pallier à on avait peut-être observé un manque au niveau de la main-d'œuvre et on voulait pallier à ce problème-là. Et c'est pour ça que l'article a été publié. Et ce n'était absolument pas en raison de vouloir congédier M. Tremblay. J'aimerais juste ajouter rapidement que la partie syndicale nous accuse de ne pas avoir appelé l'employé quand il était en retard au travail. Je considère que c'est un droit de gérance de gérer les absences de nos employés, les appeler ou non. Si l'employé se présente pas au travail, on le considère absent. Donc, on n'a pas besoin de le rappeler. On considère qu'il va être présent le lendemain, chose qu'il n'a toujours pas fait. Donc, on considère cette émission comme valide. Merci. Nous aimerions revenir sur 4 points qui ont été soulevés par le côté patronal. Donc, en tout respect pour l'opinion adverse, on aimerait revenir sur le point qui s'est passé sur Noël, sur le fait qu'il aurait mis du liquide correcteur sur son horaire. On a parlé d'insubordination. Donc, premièrement, dans les grands principes, en fait, l'insubordination vient lorsque, premièrement, il y a un règlement clair et non et sans équivoque, merci. Donc, clair et sans équivoque donné par un supérieur immédiat que l'employé a décidé de ne pas suivre. Donc, ici, on n'est pas en présence d'insubordination parce que le chef, étant son supérieur immédiat, était au courant de que cette semaine-là, il n'était pas disponible et il a considéré que c'était une erreur. Son chef lui avait dit justement qu'il allait consulter ses supérieurs et il avait dit que tout était beau. Donc, lorsqu'il a mis le liquide correcteur, considéré que c'était une erreur qui avait été approuvée par son supérieur immédiat. Donc, puis on revient également sur la pertinence de ce fait-là parce qu'on parle de ce qui s'est passé à Noël. Ça n'a pas de lien direct avec ce qui s'est passé par rapport à notre grief. Le grief, c'est le congédiement sans cause juste et suffisante qui a été déposé par notre plaignant. Donc oui, à quelque part, on a vraiment vu l'intérêt de parler de cause juste et suffisante parce que c'est l'objet de notre grief dans lequel nous sommes au tour actuel. Deuxième point, l'équipe adverse, en fait, a mentionné que l'avis de démission c'était une démission en bonne et due forme, qui considérait que c'était aussi puissant que de dire les mots « je démissionne ». On va revenir sur le fait que absolument pas, c'est pas en tenant compte des circonstances, dans certaines circonstances peut-être, mais pas dans le nôtre. Ici, on est dans un contexte où l'employé, son horaire était changeant, n'a pas été avisé de la modification de son horaire. Dans la même journée, le lundi, on lui avait demandé est-ce qu'il peut rentrer le mercredi. Il dit non, on change son horaire à son insu, on lui dit pas. C'est lui, lorsqu'il arrive à l'endroit où est-ce qu'il y a le poinçon, on voit son horaire, se rend compte que finalement, il travaille le mercredi. Donc, il y a une incohérence du côté de l'employeur. On parle en partie du côté que l'employeur avait son obligation d'effectuer son travail, bien chose sûre. D'un autre côté, l'employeur doit offrir une prestation de travail, mais que ce soit clair que l'employé doit se fournir cette prestation-là. Donc, par rapport à la démission en belle et due forme, nous ne sommes absolument pas d'accord. On réitère le fait que la démission n'était pas valable dans notre cas ici. Troisièmement, on parle de la lettre de congédiement, de la lettre en fait avec ses vacances, l'avis de cessation d'emploi qui a été remis après le dépôt de grief. Donc, on parle ici d'un employeur qui a mis énormément de temps afin de fermer ce dossier-là.
ça nous fait poser la question que est-ce que l'employeur, excusez-moi, dans un cas de démission, c'est clair, je lui envoie ses papiers tout de suite, c'est correct, monsieur veut démissionner. Ça lui aurait donné le temps de revenir et de faire « Hey, mais non, c'est vraiment pas ce que je veux faire ». Il y a eu une très mauvaise communication entre l'employé et l'employeur. L'employeur a vraiment pris pour acquis que c'était une démission quand ce n'en était pas le cas dans les actions qu'il a posées et avant le geste et après. Ensuite, finalement, au niveau de l'absence, on parle d'une mesure qui est... excusez-moi. Donc, on parle d'une absence. Dans le cas présent ici, on considère que selon la convention collective, dans le principe de gradation des sanctions, on était rendu le dernier avis dans un avis écrit. Donc, à quelque part, de passer directement à un congédiement, c'est complètement démesuré. Dans le cas où on comprend que l'employeur considérait que c'était une démission, et dans le cas où ce n'était pas une démission, on parle ici on a sauté d'un avis écrit à un congédiement. Donc, c'est complètement disproportionné, messieurs, madame l'arbitre. Et pour toutes ces raisons, on réitère le fait que la démission n'était pas fondée, n'avait pas de cause juste et suffisante de procéder à un tel congédiement. On demande aux arbitres d'accepter notre grief, d'ordonner la réintégration de l'employé, d'annuler le congédiement et de lui rembourser tous ses privilèges auxquels il a droit. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer en délibéré.